Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce live. Il y a déjà 48 personnes de connectées. On va attendre quelques minutes que l'ensemble des participants se connectent. En tout cas, on est ravis de vous accueillir sur ce nouvel opus de notre revue des tendances des rapports annuels. Comme vous le voyez, on l'a baptisé cette année rapport annuel en crise, avec bien sûr l'évocation évidente de la crise Covid-19. Mais comme on va le voir, ce n'est pas la seule crise que traverse le rapport d'activité. Et c'est assez intéressant et inspirant pour nous communicants pour la suite. Peut-être en attendant que davantage de personnes se connectent et pour ne pas perdre trop de temps, je vais me permettre quelques mots d'introduction sur le groupe Watt, qui on est. Alors, tout d'abord, excusez-moi l'équipe, bien entendu, que vous avez face à vous. Pour commencer par les dames, je vous présente Céline Tillier, qui est co-directrice avec moi-même du planning stratégique de l'agence. Ensuite, Anthony Perrière-Boujard, qui est planeur stratégique à l'agence. Et bien sûr, Cédric Guillossou, qui est également planeur stratégique à l'agence. Donc, ce seront nous-mêmes, c'est cette équipe face à vous qui va présenter aujourd'hui cette revue des tendances. Le groupe, en quelques mots, comme je vous disais, c'est 3 marques. La première, What We Are Together, la seconde, The Social Republic, et la troisième, All Content. Donc, What est un pure player, on va dire, corporate et RH. The Social Republic est plutôt spécialisé sur le social media, et All Content, un pure player des contenus. Avec ces 3 marques, on compte à peu près 220 collaborateurs pour 52 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait de nous un des premiers acteurs indépendants de la communication corporate et RH. Je vois les bonjours qui commencent à arriver dans le chat. Effectivement, n'hésitez pas à interagir avec nous directement dans le chat. On peut voir en direct si vous avez des questions. Ça rend la présentation bien plus dynamique et bien plus intéressante. Bonjour à tous et bienvenue. En tout cas, petit mot sur l'expertise rapport d'activité. Qu'est-ce qui fait qu'on est légitime à prendre sur la parole sur ce sujet? Alors, peut-être pas grand-chose. Certains diront, pour nous, en tout cas, c'est 35 années d'expérience en tant que consultant, agence conseil, et productrice de rapports d'activité. Cette année, par exemple, pour vous donner une idée, on en a produit 24 dispositifs au sein de l'agence, parmi lesquels des rapports d'activité on va dire traditionnels, des rapports intégrés ou encore des rapports RSE. Et plus spécifiquement sur cette revue des tendances, c'est la 8e année que l'on fête cette saison-ci de notre benchmark des tendances. Et cette année, le corpus était constitué de 80 dispositifs francophones et 40 anglophones. Voilà, essentiellement des entreprises du CAC 40 ou SBF 120 qui ont soit des rapports notables, soit gagné des prix sur les précédentes années. Alors, 9h35, je propose qu'on commence, même si tout le monde n'est pas connecté, avec un petit mot d'introduction sur notre sujet. Bien entendu, un fait est particulièrement notable dans ces rapports d'activité, c'est que c'est la première année où ces rapports sont sur la crise du Covid, année pleine. Donc, joyeux anniversaire, si on peut dire. C'est une bien triste célébration. Et de fait, on s'attendait à ce qu'effectivement l'ensemble des rapports d'activité portent sur la crise de la Covid-19 et balayer comment les entreprises ont subi cette crise et en fasse un reporting. Quelque chose nous a finalement agréablement surpris, c'est que tous les acteurs, alors bien sûr, en ont parlé, mais ont aussi fait un effort de se tourner davantage vers le monde de demain, de plébisciter le futur. Si on peut passer sur la slide suivante avec ma magnifique animation, effectivement, les acteurs ont plutôt essayé de positionner ces dispositifs vers le monde de demain en parlant, finalement, en s'appuyant sur la crise de la Covid-19 comme un véritable tremplin pour expliquer les transformations de la stratégie, pour expliquer la nécessité de s'engager et appeler de ses voeux les performances futures. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Anthony, qui va commencer par une analyse plus approfondie du traitement de la crise.
Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que la première question qui nous a véritablement interrogés, c'est, comme le disait Jérôme, quel a été le traitement de la crise cette année dans le rapport annuel? Et vous allez le voir, notre analyse nous a mené vraiment à 3 grandes thématiques, on pourrait les appeler comme ça, qui sont finalement 3 façons de réagir et d'éditorialiser son rapport annuel face à la crise. On a d'une part une forme de prise de conscience et de prise de recul sur les enjeux, une vraie capacité de résilience qui est vraiment fortement mise à l'honneur cette année, mais aussi cette projection vers l'avenir et cette volonté de renouveler la confiance, qui pour nous passe véritablement par de la réassurance. Le Covid, très clairement, on s'attendait assez naturellement à ce que ce soit un élément central, très central de l'ensemble des rapports annuels qu'on a étudiés. Pour le coup, c'est le cas quand même de pas mal d'acteurs. Évidemment, des acteurs qui ont été soit au centre de la crise parce que c'était des secteurs incontournables, soit des acteurs qui ont été particulièrement touchés. On pense évidemment au cas d'Aéroports de Paris, ADP, qui très clairement fait du Covid un vrai fil rouge, un fil conducteur de son rapport annuel et qui voilà, l'introduit en disant tout au long de l'année, nous avons été moteurs et force de proposition sur le plan sanitaire. Donc voilà, le ADP va véritablement dérouler le fil des actions que l'entreprise a menées tout au long de l'année pour véritablement répondre à cette crise, à la fois en termes de sécurité, évidemment pour les passagers et pour les collaborateurs, mais aussi en termes d'innovation, notamment dans le parcours client. Un autre exemple qui nous a paru intéressant, c'est celui d'Air Liquide, qui depuis longtemps, bien sûr, est partie prenante dans le secteur de la santé, notamment à travers les bonbonnes d'oxygène, bien sûr, mais qui, cette année, a eu peut-être un focus encore plus particulier sur cette thématique de la santé et qui a adopté cette terminologie qui est peut-être un petit peu nouvelle pour l'entreprise, de dire nous avons cette année innové pour s'adapter aux besoins de nos clients, bien sûr, mais aussi de nos patients. Donc, une forme j'allais dire presque un petit peu d'appropriation de ces patients, en tout cas de ces gens qui ont été évidemment mis en lumière par la crise sanitaire. Donc vraiment, pour beaucoup d'acteurs, un élément central. Sans que ce soit forcément non plus pour tous obligatoirement un fil rouge, certains vont l'intégrer plutôt comme un dossier ou un cahier thématique, certains vont plutôt en parler en introduction du rapport annuel, certains vont en faire une partie dédiée. Voilà, on a beaucoup de façons différentes de parler du Covid. Le groupe La Poste va vraiment amorcer son récit à travers voilà, un récit ensemble face à la crise sanitaire, qui est un moyen pour la Poste voilà, de réaborder ce qui s'est passé pendant l'année et ensuite de parler finalement du plan stratégique 2025, à quel point il a été influencé ou infléchi par le Covid. Et puis on a à droite Orange qui lui va plutôt prendre un point de vue assez chronologique et qui va dire finalement en 2020 voilà tout ce qu'on a fait d'important dans l'année. Et le premier point est évidemment faire face à la Covid-19 comme beaucoup d'autres entreprises cette année. On a aussi d'autres façons de l'aborder. AXA va plutôt l'aborder sous le prisme justement de la thématique santé, en se posant la question dans sa lecture des enjeux, comment répondre à l'accroissement des besoins mondiaux en santé. Donc on va moins l'aborder peut-être sous l'angle RH, comment l'a vécu l'entreprise, que sur l'angle un peu plus, on va dire, tendanciel et même, j'allais dire, sectoriel, sur finalement, sur les 10-20 prochaines années, qu'est-ce que le Covid a changé et va changer dans notre métier d'assureur pour répondre justement à cette demande et à ces évolutions. On va avoir Capgemini qui, lui, va plutôt finalement valoriser des actions et une certaine quantité d'actions, en l'occurrence plus de 250 idées solidaires qui ont été mises en place dans le cadre de son comité Social Response pour lutter contre la pandémie. Et enfin, l'exemple de Carrefour, qui clairement fait place au Covid-19, on le voit avec cette double page d'entrée, et qui va plutôt, lui, être dans une forme de reportage sur le terrain pour raconter ce qui s'est passé pendant l'année et face à l'urgence, comme Carrefour le dit, comment est-ce qu'on a mis en place des actions qui ont permis de garantir partout en France et dans le monde que l'approvisionnement et les ressources en produits de première nécessité alimentaire puissent être opérationnelles pour tout le monde.
En quelques mots, si on devait résumer un petit peu les champs lexicaux qui ont été ceux des rapports annuels pendant cette édition 2020, finalement, on voit qu'il y a un peu 3 champs lexicaux qui émergent. Il y a évidemment en premier celui de la crise, où on va retrouver beaucoup de champs lexicaux un peu négatifs, mais volontairement. On va nous parler d'épreuves, on va nous parler d'incertitude, on va nous parler de prudence et du fait que, voilà, il faut absolument prendre du recul, tirer les leçons de cette crise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est le point de la résilience, qui est peut-être très clairement le mot de l'année dans cette édition, où là, on va vraiment essayer de montrer à quel point l'entreprise a résisté face à la crise, a été solide, a tenu sur ses bases et sur ses fondamentaux, et finalement a, en termes de performance, une forme de continuité qui lui permet de résister. Et puis le troisième point, que j'ai réévoqué en introduction, qui est finalement celui de la transformation et de la projection vers l'avenir. Une fois qu'on a fait ce récit de l'année, comment est-ce qu'on est capable de rebondir? Comment est-ce qu'on est capable de se fixer de nouvelles ambitions? Comment est-ce qu'on est capable aussi de poursuivre les transformations engagées, voire de les renforcer ou de les accélérer? Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces trois thématiques, en tout cas ces 3 champs lexicaux, sont assez complémentaires, parce qu'on a d'une part cette prise de conscience autour de la crise, où on va vraiment faire un retour sur l'année écoulée de façon assez chronologique. Donc, on va rentrer dans les coulisses finalement de l'entreprise, essayer de raconter la crise de l'intérieur et en tirer les bons enseignements. En termes de résilience, ensuite, on va plutôt être sur une forme de bilan de la gestion de crise. Donc, voilà, fin 2020, qu'est-ce qui s'est passé, quels enseignements on en tire, et montrer qu'on a vraiment résisté à la crise et que les performances sont continues. Et puis, sur la réassurance, cette projection vers l'avenir qui vise vraiment à créer les conditions de la confiance et montrer que la stratégie que l'entreprise a dessinée depuis plusieurs années peut se poursuivre et que voilà, l'entreprise a résisté à cette crise. Eh ben, elle serait capable de résister à d'autres crises à venir, qu'elles soient peut-être sanitaires de nouveau ou qu'elles soient économiques et sociales. L'idée étant de montrer qu'on en a tiré les leçons et qu'on est capable de s'adapter pour le futur. Donc, je vais revenir sur ces trois thématiques-là un petit peu plus dans le détail à travers des exemples. Donc, première thématique qui est celle de la prise de conscience et de retour sur l'année écoulée. Je le disais, on a beaucoup d'acteurs qui vont nous plonger véritablement dans les coulisses de la gestion de crise, et ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire d'une façon véritablement chronologique au sens propre. C'est le cas par exemple de la Poste ou de l'Institut Pasteur que vous voyez ici en haut, qui va sur, je crois, 4 ou 5 doubles pages véritablement tirer le fil de l'année. Donc c'est depuis, je crois, le 31 décembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, raconter en interne ce qui s'est passé sur une année complète finalement de Covid, une année pleine, et ensuite permettre de se projeter vers l'année prochaine en tirant les bons enseignements. Altarea, qui est à gauche, va plutôt prendre un prisme et un angle RH pour raconter ses coulisses, en nous disant justement quelles ont été les actions RH et communication mises en place. Donc, on va notamment nous parler du programme bien-être qui a été renforcé, de toutes les newsletters qui ont été mises en place pour garder le contact avec les collaborateurs, ce genre de choses. Et puis, ICAD, lui, va plutôt, en début de rapport annuel, dédier une première double page qui permet d'introduire le rapport et qui va montrer plus en termes de gouvernance, cette fois-ci, quelles ont été les actions mises en place. Donc, par exemple, va plutôt valoriser la présence, la réactivité, la disponibilité du comité exécutif qui a réagi sans délai, qui a tout de suite cherché à assurer la sécurité et la santé des collaborateurs, des locataires des immeubles ICAD, etc., etc. La prise de conscience, c'est aussi vraiment le moment pour beaucoup d'entreprises, non seulement de tirer des leçons, mais aussi de vraiment prendre le temps de la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en termes de vocabulaire ou de champ lexical. Sur Air Liquide, par exemple, qui est en haut, on va avoir ce champ lexical de l'incertitude et de la prudence qui va précéder celui de la confiance. Donc, il y a aussi presque une forme d'humilité ou en tout cas une volonté d'assumer quelque chose qui a été difficile et qu'on on peut pas faire l'impasse sur cette période, on peut pas faire l'impasse sur des performances qui sont peut-être un peu moins bonnes que celles des années précédentes et se dire que il y a peut-être un peu plus d'incertitude et un peu moins de capacité à entrevoir l'avenir de façon claire. On va avoir Edenred aussi qui véritablement, on va dire, cette année a été vraiment scindée en deux, à la fois
à la fois de l'action immédiate quand on était un petit peu dans l'urgence et quand il a fallu réagir tout de suite, et ensuite une longue période de réflexion qui a été en l'occurrence propice pour l'entreprise, puisque ça a été l'occasion de définir et de déployer sa nouvelle raison d'être. C'est le cas aussi de pas mal d'autres entreprises. Et puis Bouygues Construction qui le résume finalement à travers cette formule du PDG qui dit « l'avenir ne se prévoit pas, mais il se prépare ». C'est véritablement un enseignement qu'on peut avoir sur cette crise de la Covid-19, c'est de se dire, voilà, on est peut-être moins capable de se projeter sur des grands enjeux et d'affirmer qu'en 2025, notre secteur sera comme ça, notre marché sera comme ça. Mais en tout cas, on peut dès aujourd'hui prendre des premières actions et des premiers leviers pour se dire, nous, c'est ce futur-là ou cet avenir-là qui nous paraît le plus désirable, quelque part. Cette année, la lecture des enjeux, très clairement, a été plus conséquente et plus déterminante que jamais. À la fois en termes de quantité de contenu qui est dédié. Il y a bien sûr eu, on le sait depuis plusieurs années, beaucoup de place qui est faite à la lecture des enjeux. C'est notamment une tendance qui vient s'intégrer au rapport annuel du fait du rapport intégré qui est de plus en plus présent chez pas mal d'acteurs. Et c'est vrai que du coup, c'est un élément fondamental du rapport intégré dont on voit qu'il irrigue beaucoup de rapports d'activité plus classiques. Et c'est vrai qu'on le voit particulièrement à l'aune de cette crise, la lecture des enjeux occupe beaucoup de place et est vraiment déterminante. On peut la voir, encore une fois, de différentes manières. On peut la voir de façon assez classique comme RATP qui va dédier une première partie finalement à l'écoute du monde qui bouge et qui va donc se poser un petit peu en acteur de veille ou de vigie, presque un observatoire sur ce qui s'est passé cette année. On peut avoir Accor qui l'avait déjà fait sur les années précédentes, mais qui là, finalement, le refait encore plus, qui va développer une analyse d'enjeux sectoriels, notamment à travers un benchmark concurrentiel, qui est pour le coup assez rare, finalement, dans les rapports annuels. C'est rare de parler de ses concurrents, mais ici, voilà, Accor va le faire en se disant, nous, ça nous permet de nous replacer, d'imaginer quel peut être l'avenir de l'industrie hôtelière dans un monde, on le sait, où on a beaucoup d'acteurs disruptifs qui émergent. On va avoir Nexity à droite qui, lui, va plutôt faire une mise en perspective des grandes tendances avec des réponses et des solutions qu'apporte l'entreprise. Et puis, on va avoir Téléperformance qui va plutôt, lui, intégrer l'effet Covid à son analyse des risques et des opportunités, finalement comme une espèce de méta-enjeu qui vient un peu changer, en tout cas modifier, infléchir la façon de concevoir sa matrice des risques dans son rapport intégré. Et cette lecture des enjeux, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va jusqu'à intégrer même la vision d'autres parties prenantes. C'est une tendance qu'on avait vu commencer à se dessiner dans quelques rapports annuels des éditions précédentes, mais qui particulièrement cette année est vrai, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple EDF qui va proposer dans son dispositif un rapport d'impact qui va chercher à mettre en scène des tribunes, plusieurs tribunes, une dizaine de mémoire, qui sont des tribunes de parties tierces sociétales, qui sont pour la plupart intégrées en fait dans un comité spécial que EDF a créé, qui est un comité d'engagement, où on va avoir à la fois des parties associatives, des parties plus d'experts, des parties académiques, etc. C'est aussi le cas d'AXA qui va faire l'analyse du monde après Covid, post-crise, en donnant la parole à des experts de son écosystème, et qui pour le coup ne va pas prendre n'importe qui, qui va prendre de grandes figures aussi du monde associatif et engagé. Vous avez par exemple Véronique Andrieux, qui est directrice générale du WWF France, qui prend la parole le long d'une tribune. Et puis vous allez avoir Danone qui, lui, en introduction de chaque grande thématique et de chaque grand chapitre, va s'interroger, se questionner sur les grandes interrogations qui bousculent un petit peu le secteur alimentaire. Typiquement, dans cet exemple-là, c'est pourquoi l'agriculture régénératrice est une solution pour l'avenir. Et à chaque fois, qui va faire cette analyse de façon presque journalistique, en allant investiguer des rapports et en détaillant vraiment l'ensemble des sources qui ont permis de dresser un bilan le plus objectif possible. Beaucoup de ces sources étant des rapports, par exemple, de l'Organisation mondiale de la santé. La deuxième thématique, une fois qu'on véritablement on a fait ce bilan de l'année, qu'on a pris le temps de la réflexion, qu'on a pris le temps de ce recul important et de raconter en interne ce qui s'est passé, c'est vraiment le temps de la résilience. Et je le disais tout à l'heure, la résilience est peut-être
très clairement le mot de l'année. En tout cas, c'est un terme qui a été conjugué à toutes les sauces. On s'est amusé aussi parfois à compter dans certains rapports annuels le nombre d'occurrences du mot résilience. Je crois que notre record était à 72 occurrences du mot résilience dans un seul rapport annuel. Tout ça pour dire que voilà, on l'a beaucoup, beaucoup vu, il est partout. Ce qui est assez logique, hein, on le sait, c'est un terme qui déjà commençait un petit peu à émerger, mais qui en l'occurrence cette année a une vraie résonance. Hein. La résilience, si on reprend la définition initiale du terme de résilience, c'est vraiment la capacité à résister face à un choc, face à une crise, et voilà, à trouver des solutions qui soient capables de conserver justement cette solidité et d'avoir une continuité de performance derrière. Donc on le voit, la résilience cette année, elle est économique, elle est sociale, c'est la résilience de l'entreprise tout entière, c'est la résilience de la société parfois. Et puis c'est aussi un adjectif, c'est-à-dire qu'on va souvent retrouver une performance résiliente, des métiers résilients, des modèles résilients, tout autant de façons de le conjuguer qui sont souvent propres au secteur et aux entreprises et qui permettent voilà, peut-être de mettre en lumière certains points plutôt que d'autres. Certains, et pour le coup, la plupart vont plutôt parler de résilience en termes économiques, parce que clairement, il y a aussi voilà, besoin de montrer que les performances n'ont pas été si catastrophiques que ça cette année. Mais on peut aussi parler chez ICAD, par exemple, de métiers résilients, ce qui permet à l'entreprise aussi d'adopter un point de vue un peu plus RH, aussi un peu plus collaborateur sur ce modèle justement de résilience. La résilience, on l'a beaucoup vu, et c'est normal, encore une fois, chez les secteurs qui sont le plus en souffrance, ou en tout cas qui ont été peut-être le plus mis en lumière par la crise. Des secteurs en souffrance comme le secteur hôtelier avec Accor, par exemple, ou le secteur aéroportuaire avec ADP. Et on voit que voilà, ces acteurs-là ont véritablement besoin de mettre en scène, j'allais dire, leur force, leur solidité, leur capacité de résistance. Accor le dit, hein, par l'intermédiaire de Sébastien Bazin, nous avons fait face avec force et audace. Nous croyons à la résilience de notre industrie et en nos solides fondamentaux. C'est vraiment presque une profession de foi pour montrer que voilà, la confiance est toujours là en interne, et essayer de la diffuser le plus possible vers les parties prenantes, notamment des parties prenantes financières. Et puis, chez ADP, ça va aussi être l'occasion d'assumer des décisions qui ont peut-être été assez difficiles. En l'occurrence, ici, on va nous parler de la dénonciation d'un contrat de régulation, de la mise en œuvre d'un plan d'optimisation opérationnelle et financier, des choses qui ne sont pas évidemment toujours faciles à communiquer, mais qui permettent finalement d'avoir une forme d'humilité et d'honnêteté par rapport à ce qui s'est passé, et de valoriser derrière la capacité d'adaptation, de priorisation et de réactivité aussi de l'entreprise. La crise, si on l'envisage on va dire d'un point de vue un peu plus positif, en tout cas, comment on peut en parler de façon positive dans un rapport annuel, c'est comme finalement un révélateur de pertinence stratégique. Et ça, c'est peut-être une des pratiques qu'on a le plus vu dans la majorité des rapports, c'est montrer comment la crise finalement a prouvé la pertinence d'un modèle, a prouvé la pertinence d'une stratégie. Le plus souvent, et on le voit à travers la citation de SFL qui est au milieu, la crise est davantage un catalyseur qu'un déclencheur. Beaucoup vont expliquer que finalement la crise n'a pas fait émerger ou créer des tendances nouvelles ex nihilo, mais que ça a plutôt accéléré ou catalysé des tendances préexistantes. Mais si c'est les tendances préexistantes, voilà, l'entreprise les avait déjà plus ou moins intégrées dans ses précédentes éditions et dans ses précédentes stratégies. Donc, c'est plutôt une façon de dire, voilà, notre modèle, en fait, n'a absolument pas été remis en cause ou transformé de A à Z, mais plutôt finalement renforcé, accéléré. Et pour beaucoup, ça a été une façon finalement de conforter la pertinence d'un modèle. Typiquement, Amundi a une nouvelle fois montré la solidité de son modèle économique. Kering sort renforcé de la crise et conforté dans la pertinence de son modèle multimarque. Ça va par exemple aussi jusqu'à Crédit Agricole, qui voit dans la crise une façon d'être presque un stress test grandeur nature pour les actions qui avaient été mises en place auparavant. Donc voilà, un vrai révélateur, j'allais dire catalyseur de pertinence stratégique. Et si on tire le fil un peu de cette idée, finalement, c'est presque une opportunité quelque part pour pas mal de marques de renforcer leur image et leur valeur perçue. Ça peut être pour des secteurs comme ceux de Suez, typiquement, une façon de dire,
et on l'a vu aussi même en tant qu'individu pendant la crise, certains secteurs qu'on a considérés pour beaucoup secteurs de première ligne ou secteurs essentiels, finalement vont mettre en valeur, en lumière, leur dimension nécessaire à la société, incontournable. Typiquement, Suez le dit, la crise a renforcé les convictions qui sont les nôtres depuis plus de 160 ans. Donc c'est aussi un moyen presque de réactiver le mythe fondateur de départ de l'entreprise. C'est aussi un moyen assez souvent de valoriser son positionnement. C'est le cas de La Poste, par exemple, qui a bien sûr un positionnement autour de la proximité et de l'utilité au quotidien, donc qui va illustrer à travers le récit de ses actions Covid, par la preuve finalement très tangible, à quel point son positionnement de proximité est concret et important et utile pour ses parties prenantes et pour ses publics. Et puis, chez Sodexo ou chez Carrefour, on a vu finalement un vrai goût de l'effort assez mis en valeur. C'est aussi le moyen à la fois de valoriser bien sûr les équipes qui se sont mobilisées en interne, mais aussi de valoriser un peu de façon plus macro pour l'entreprise, ce goût de l'effort, cette énergie, cette capacité à réagir, cette dynamique, ce mouvement qui fait que l'entreprise n'est pas figée et peut aussi, à l'aune de choses qui sont totalement imprévues, voire imprévisibles, être capable de résister et de réagir en temps voulu et en heure voulue. Troisième thématique qui nous a paru importante et qui véritablement dessine les contours du monde post-Covid, post-crise, le fameux monde d'après, comme on l'a beaucoup entendu parler, c'est finalement cette réassurance. Et il y a véritablement cette volonté aussi, une fois qu'on a pris le temps du recul et de la réflexion, de montrer à quel point on s'inscrit dans une forme d'action et d'anticipation continue. D'action, ça va passer par beaucoup de sommaires et de chemins de fer qui sont très centrés sur des verbes d'action. Améliorer, accélérer, assurer, créer, gouverner, répondre. Beaucoup le font. On a pris en l'occurrence 2 exemples qui sont ceux de BIC et de Santé publique France, mais c'est véritablement valable dans beaucoup de rapports annuels qui vont avoir des entrées thématiques comme ça avec 2 grands verbes d'action très valorisés. Et puis, on avait envie aussi de vous partager cette petite citation d'Icade qui conclut son rapport annuel avec une citation de Sénèque. C'est pas tous les jours qu'on a un philosophe grec dans les rapports annuels, donc ça nous a quand même paru original, qui dit que la vie ne c'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Vous voyez bien derrière ce que ça veut signifier en termes de résilience et de réassurance, mais c'est de montrer finalement que ce que je disais un petit peu précédemment, c'est que si Icade a réussi à réagir et à s'adapter face à cette crise, il sera capable de le faire quand il y aura d'autres crises qui viendront plus tard dans les années à venir. Et cette citation l'inscrit finalement dans une forme de réassurance un peu plus sur le long terme. Réassurer ou renouveler la confiance, c'est aussi parfois prendre ses responsabilités dans un monde incertain et assumer que parfois il y a des infléchissements ou des retours en arrière, parfois qui sont possibles et qui sont assez intéressants. C'est le cas par exemple de Seat qui va avoir dans son discours et dans son vocabulaire une forme finalement où l'entreprise assume que son industrie, l'industrie automobile, est à terme relativement menacée ou en tout cas relativement amenée à se transformer du tout au tout et qui cherche justement à se positionner comme l'impulsion de ce renouveau, l'impulsion de ce qu'ils appellent l'e-mobility, donc la mobilité électrique, en disant le renouveau quasi total est presque essentiel pour notre industrie. Donc, nous prenons nos responsabilités et nous voulons véritablement innover et mettre de l'argent sur la table pour être le fer de lance de ce renouveau. Mais c'est aussi plus concrètement, par exemple, comme l'exemple de Gecina le montre, parfois des virages à 180 degrés ou des retours en arrière, entre guillemets, puisque Gecina, qui est une foncière immobilière, avait, il y a quelques années dans son portefeuille, de l'immobilier locatif, pas uniquement de l'immobilier de bureau, qu'il avait abandonné pour des raisons qui lui appartiennent, des raisons financières en l'occurrence, mais qui aujourd'hui assume en fait ce virage et dit nous allons revenir en fait sur le marché de l'investissement résidentiel parce que on s'est rendu compte à quel point évidemment tout le monde s'en est rendu compte, mais pendant les périodes de confinement, le télétravail a été important et le télétravail s'est accéléré beaucoup plus que jamais. Donc peut-être que finalement l'investissement résidentiel est aussi peut-être assez important et assez porteur pour nous dans notre industrie. Mais c'est le cas aussi d'ADP
qui va vraiment voir aussi dans la crise l'opportunité de prendre en compte et d'intégrer des attentes extrêmement fortes et extrêmement précises, en l'occurrence, qui sont celles de la décarbonation de l'avion et de la préservation de la biodiversité, qui étaient au départ des tendances assez long terme que ADP envisageait plutôt à 2050 et qui aujourd'hui font partie intégrante du mot du président et qui sont peut-être revenus beaucoup plus sur le devant de la scène parce que la crise a montré à quel point ces attentes étaient extrêmement fortes et beaucoup plus urgentes que ce que l'on imaginait au départ. Et puis, il y a une vraie volonté aussi, bien sûr, au-delà du récit de l'année 2020, qui est extrêmement important, de se projeter dans l'après. Et l'après, il commence demain, comme chez Groupama, hein, qui nous dit demain commence aujourd'hui, et qui va reprendre justement ces formulations du monde d'après, de trouver un nouveau cap et de parler de demain. Ça peut être un horizon assez à court terme, comme l'APEC, par exemple, hein, qui va faire une lecture des enjeux sur l'emploi cadre de l'année prochaine, donc celle de 2021. Ou ça peut être des horizons à beaucoup plus long terme, comme par exemple Audi qui va se projeter en 2029 sur la thématique des ressources humaines et qui va dire nous, on va offrir une démarche de garantie de travail pour tous nos collaborateurs d'ici 2029 parce que voilà, on estime que cette crise a vraiment mis en lumière l'importance des ressources humaines et l'importance du capital humain dans l'entreprise et on va tout faire pour s'engager à ce que d'ici les 10 prochaines années, dans la décennie, il y ait le moins possible de départ, ou en tout cas de plans de licenciement qui évidemment serait contre-productif ou contre-indicatif par rapport à tout le discours que Audi déroule. Et puis enfin, parfois, c'est un petit peu plus rare, mais ça existe quand même, on a aussi une volonté de certains acteurs de prendre le contre-pied un peu de cette forme de morosité ambiante ou de marasme ambiant en essayant vraiment d'accentuer sur plus d'optimisme, plus de plaisir. C'est le cas par exemple de Groupama qui va avoir tout son dernier chapitre dédié à l'optimisme et qui va recenser un panel d'actions qui selon l'entreprise, vise à redonner de la sérénité dans l'avenir et redonner de la confiance, mais une confiance qui soit positive et mobilisatrice pour ses parties prenantes. SEAT aussi, hein, qui va essayer d'identifier des raisons de croire en l'avenir, un avenir meilleur, un avenir plus audacieux, un avenir plus riche en perspectives. Et puis, on va avoir Auchan qui lui, va avoir un rapport annuel très centré finalement sur le plaisir et sur des dimensions d'optimisme qui sont extrêmement propres, bien sûr, au positionnement et à la vision de l'entreprise, mais qui va nous parler de la crise ou en tout cas des engagements que l'entreprise prend avec beaucoup de légèreté, beaucoup de bonne humeur, et qui est aussi une forme presque d'originalité, beaucoup par rapport à ses concurrents, mais aussi de souffle, en tout cas de légèreté qui est redonnée par rapport à, bien sûr, une édition des rapports annuels qui est extrêmement centrée sur des choses un petit peu plus négatives. Je vais laisser la parole maintenant à Cédric pour la deuxième thématique qui nous occupe pendant cette webinaire. Merci Anthony. Effectivement, tu nous disais qu'on était sur une année un peu négative. Je vais en rajouter une couche, puisque cette année, on a beaucoup parlé de la crise sanitaire dans les rapports d'activité. C'était une chose à laquelle on s'attendait évidemment. Chose à laquelle on s'attendait un petit peu moins, c'est qu'on est passé d'une crise à une autre. Et c'est le propre aussi du rapport d'activité, c'est de relater l'année passée, mais aussi et surtout regarder vers l'avenir. Et l'avenir, il se dessine de manière assez morose, puisqu'il y a une nouvelle crise qui vient d'arriver, auquel on va devoir faire face, auquel les entreprises vont devoir faire face, c'est évidemment la crise climatique. Et comme je le disais, on la traite énormément cette année de cette crise climatique dans les rapports d'activité. Ceci se matérialise de manière assez différente. Ça peut être le cas de AXA qui dédie un dossier climat qui a autant d'importance que le dossier santé qui est évidemment pleinement dédié au Covid. C'est aussi Air Liquide qui s'engage en faveur du développement durable dans un dossier thématique également, ceci au prisme de la crise sanitaire. Mais c'est aussi le cas de Suez qui, lui, dédie tout son rapport à l'environnement.
avec en titre de rapport dès la couverture, il se positionne comme essentiel à la société et engagé pour l'environnement. Et cette crise climatique, forcément, elle va dicter l'avenir des entreprises. Et de fait, elle donne un nouveau cap. Ça va se matérialiser par différentes manières. Par exemple, Téléperformance, qui inclut le changement climatique comme une méga tendance dans son rapport intégré et comme une méga tendance dans sa matrice de risques et d'opportunités. Donc, on est vraiment, on impulse la stratégie de l'entreprise avec cette nouvelle donne. C'est aussi le cas de Bouygues Construction, qui rythme son rapport par 4 grandes parties qu'ils ont nommées défis, et ainsi ils donnent la stratégie à venir de l'entreprise. Et le second défi de Bouygues Construction pour l'avenir, c'est de créer une culture bas carbone. Il y a certains qui se positionnent très clairement sur cette crise climatique, comme Veolia, et qui, dès la couverture de son rapport, se positionne comme l'entreprise de référence pour la transition écologique. Donc, on est vraiment sur une volonté de donner un cap, donner une impulsion à l'avenir de l'entreprise et de se positionner par rapport à la crise qui arrive. De fait, ça fait quelques années quand même qu'on le dit, que les entreprises s'engagent et que le rapport d'activité est vraiment un témoin de l'engagement de ces entreprises. Cette année encore plus, avec évidemment la crise sanitaire, mais surtout la crise climatique à venir. Donc, le RA est plus engagé que jamais. Et c'est vraiment le marqueur de l'engagement des entreprises, avec par exemple Groupama qui relate ça assez bien, puisqu'ils nous disent que au-delà des bouleversements directement induits par la crise sanitaire, les risques climatiques font désormais partie des plus grandes préoccupations des Français. Donc c'est à nous d'agir. Et dans les façons d'agir, il y a un mot vraiment qui ressort très fortement cette année. Il y a certes la résilience face à la crise sanitaire, mais face à la crise climatique, on veut avoir un impact. On veut avoir soit un impact qui est maîtrisé, soit un impact qui est positif. Mais en tout cas, on veut avoir un impact. Et c'est vraiment le marqueur de comment on s'engage face à cette crise écologique. C'est par exemple le cas chez Veolia, qui, eux, agissent pour avoir un impact, tout simplement. Et ils ont même créé cette année un concours qu'ils ont appelé les Impact Awards. Donc, vraiment, l'impact, c'est une énorme tendance de cette année et des années à venir. Et pour avoir un impact, c'est une rhétorique assez classique quand on aborde la crise climatique. C'est évidemment tout le monde peut agir. Tout le monde peut agir, donc on est collectif, on fait mouvement. C'est le cas chez Arkema, qui, eux, utilisent un discours avec un non inclusif. Nous, on s'engage, on a un impact collectif. C'est aussi Elior qui a créé un label Food for Good pour vraiment donner une impulsion, avoir un impact positif au travers de son activité qui est évidemment la food. Et aussi quelque chose assez innovant cette année, c'est Danone qui, dès l'entrée de son rapport, propose de créer un mouvement, faire mouvement pour la révolution de l'alimentation. Et ceci en quatre grands défis. Et à chaque fin de grand défi, il propose au lecteur de son rapport de lui-même s'engager. Alors, au-delà de lui donner des clés de lecture de ces problématiques, on peut s'engager et Danone nous amène à créer son petit programme d'impact, si j'ose dire, en personnalisant son programme d'action. Ça peut être
assister à une conférence, s'inscrire dans une association. Donc, c'est vraiment Danone qui s'ouvre pour créer ce grand mouvement, pour avoir un impact positif pour l'avenir. Le rapport est engagé, il est engagé jusqu'au bout des ongles. On l'a vu dans la fabrication du rapport d'activité Auchan, puisqu'il est fabriqué de manière éco-responsable. Et je cite, quand on regarde de plus près à cette fabrication, à ce papier, il y a des petites particules dans le grain de la couverture, et en fait, c'est des résidus de maïs non OGM. Donc, c'est aussi la fabrication, c'est vraiment une manière assez innovante de montrer qu'on a un impact aussi sur la fabrication de son rapport. Alors, certes, il y a l'impact et cette prise de conscience collective. Cette année, on a vu quelque chose d'assez intéressant également, c'est la RSE. La RSE qui était auparavant plutôt reléguée en fin de rapport et traitée de manière assez succincte, ou alors sortie du rapport avec un rapport RSE en marge du rapport d'activité. Cette année, la RSE est pleinement au cœur des rapports. Ça peut être par exemple ADP qui titre son rapport d'activité et de développement durable, mais aussi dans les rapports intégrés, puisque Atos a une énorme partie RSE au sein de son rapport intégré. Donc vraiment, c'est l'année de la RSE, et la RSE, c'est vraiment le témoin de l'engagement des entreprises. Donc voilà, RSE, mon amour dans les rapports de cette année. Certes, les entreprises s'engagent, mais avec l'avènement des rapports intégrés, il faut montrer que cet engagement, il n'est pas uniquement verbal, il n'est pas uniquement dans les faits. Il faut vraiment montrer par des KPI ces preuves d'engagement. Et on a vu cette année énormément d'entreprises utiliser les objectifs de développement durable de l'ONU pour vraiment avoir une même grille de lecture de cet engagement. On a vu depuis quelques années certaines entreprises aussi qui se faisaient auditer pour être labellisées. Et c'est le cas de Suez cette année avec un nouveau label qui s'appelle Circulytics. Il y a aussi Ardian qui parle d'impact avec l'impact project management. En fait, c'est une grille de notation pour les fonds d'investissement qui permettent de mesurer l'impact de ces derniers. Et forcément, avec le plan France Relance, qui est une énorme partie sur le climat, ça devient un peu une obligation pour les entreprises de se mettre en mouvement, de s'engager pour l'écologie. Et ça se matérialise dans les rapports, soit par des KPI chez Atos pour montrer justement les résultats par rapport à l'écologie, mais aussi en annonçant des plans de décarbonisation. C'est le cas de Valeo qui nous présente son plan à 2050 avec des objectifs très chiffrés. Et il y a aussi EDF qui dédie entièrement son rapport à ce nouveau plan stratégique pour faire face à la crise climatique. Donc chez EDF, c'est assez énorme comment ils l'ont fait. Et pour bien souligner l'aspect important de se mettre en marche face à cette crise qui arrive, chaque entrée de partie pose la question de et pourquoi ça change tout en fait. Donc vraiment, faut changer aujourd'hui pour demain. Et ça justement ce changement, il a eu aussi lieu dans les terminologies de rapport. On parlait du rapport d'impact d'EDF. Mais il y a aussi, on a vu naître des revues d'engagement, par exemple chez Elior, qui est la preuve que l'entreprise est mobilisée pour faire face à cette crise. Il y a aussi le rapport de progrès de Raseo. Et on retrouve
par exemple, une revue qui s'appelle Planète de Veolia, qui est distribuée avec le rapport d'activité. Et c'est une revue thématique. La thématique de cette année, c'était l'eau au XXIe siècle. Et il y a encore une fois Danone qui ont totalement délaissé l'appellation rapport intégré et leur rapport intégré, puisque c'est quand même un exercice, s'appelle désormais rapport d'impact et de performance. Donc c'est vraiment tourné vers l'avenir et comment Danone se met en marche pour faire face à cette crise. Je vais maintenant laisser la parole à Céline. Bonjour à tous, merci Cédric. Donc effectivement, il va m'appartenir de vous parler d'un sujet dont on vous parle assez souvent et qui est un marronnier, qui est finalement la crise va-t-elle tuer le rapport annuel? En tout cas, le rapport annuel va-t-il disparaître? Donc, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question. Et cette année, à notre sens, il y a vraiment des raisons de s'inquiéter de la pertinence et la permanence du rapport d'activité. Pourquoi? Parce qu'on va le voir à la slide juste après. On a plusieurs dispositifs qui ont disparu et c'était des dispositifs qu'on étudiait tous les ans parce qu'ils étaient justement souvent assez ambitieux. Donc cette année, Michelin ou PMU par exemple ne publie plus de rapport d'activité à proprement parler. On a simplement le document officiel et obligatoire qui est le document d'enregistrement universel. Chez Danone, on abandonne pour la première fois le papier, là où on a toujours eu un dispositif papier et digital et toujours très ambitieux. Alors évidemment, chez Danone, c'est peut-être aussi la crise de gouvernance qui a pu avoir une influence, mais ça nous a quand même étonné dans cette évolution-là du dispositif. Et puis, on vous en a un petit peu parlé déjà et on va y revenir. Chez EDF ou chez Elior, on ne publie plus à proprement parler de rapports d'activité puisqu'on est passé à des revues d'engagement, des rapports d'impact. Donc, on le disait, on voit cette influence de l'engagement et des marques engagées qui, cette année, se sont beaucoup révélées dans leur discours sur l'utilité et l'engagement de la marque et qui a une influence forte sur le rapport d'activité. Alors, pour autant, est-ce que le rapport d'activité va totalement mourir? Peut-être pas. En tout cas, cette année, ce qu'on peut dire, c'est qu'il se fait minimal, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans une sorte d'essentiel. Il va à l'essentiel, il est minimaliste et il se livre assez brut, dans une forme assez raccourcie. Donc, si on regarde plus précisément, la première chose que l'on voit, c'est qu'on a de moins en moins de rapports d'activité, ce qu'on appelle à concept, c'est-à-dire qui affiche un concept dès la couverture et puis qui va l'étayer en fil rouge tout au long du rapport. Là, on vous a donné 3 exemples. Alors, ce sont des rapports intégrés. Et évidemment, il n'y a pas que la crise du Covid qui a une influence. La crise du Covid a pu avoir une influence parce que finalement, on sent dans les rapports de cette année la volonté de ne pas apparaître hors sol, de ne pas finalement avoir quelque chose de très créatif, avec peut-être des choses qui pourraient être un petit peu inutiles, entre guillemets. Mais finalement, il y a ça. Il y a peut-être aussi des enjeux budgétaires, puisqu'on sait aussi, pour travailler régulièrement avec nos clients sur des budgets qui sont souvent assez réduits et de plus en plus réduits, ça peut avoir une influence. Mais malgré tout, on pense qu'il y a aussi l'influence du rapport intégré, puisque vous voyez que comme c'est quand même un rapport qui de plus en plus se veut synthétique, simple, utile, qui aille à l'essentiel dans sa manière de délivrer l'information, c'est vrai aussi que souvent, comme vous voyez sur ces 3 exemples, on va avoir simplement un rapport intégré l'année et pas forcément de concepts affichés et des mises en page qui sont aussi de plus en plus simples, qui se rapprochent parfois de ce qu'on peut trouver dans les documents type rapport financier ou documents d'enregistrement universel. Donc voilà pour les RA à concept. Parfois, il va même à l'essentiel dans la forme. Alors chez APEC, par exemple, on a un RA qui se réduit tous les ans. Cette année, il fait 28 pages. Donc on est sur quelque chose qui se rapproche même d'un essentiel, justement, qu'on pouvait publier avant en complément du rapport d'activité. Mais maintenant, c'est le rapport d'activité qui fait ce nombre de pages. Ou bien, il va réintégrer le document d'enregistrement universel et être simplement une introduction de ce document dont on va tirer un abstract si on veut le délivrer à part, entre guillemets, comme chez Edenred. Celui qui nous a assez bluffé cette année, c'est celui d'Orange. Alors tous les ans, c'est un rapport qui justement est dans une créativité certaine, mais une créativité qui se veut minimale, assez brute. Et cette année encore, il nous propose finalement, il nous livre un espèce de témoignage de cette année Covid avec notamment des photos, vous voyez là, du confinement.
qui nous livre très brut, c'est-à-dire que sur la couverture, vous avez uniquement cette photo plein pot et puis la mention rapport d'activité. Et puis, vous voyez en haut à droite, c'est le début d'un portfolio photo qui nous est livré brut, sans aucune légende, sans aucun commentaire de la part d'Orange et qui nous permet juste finalement de capter et se remémorer cette atmosphère très particulière. Et vous voyez les ouvertures, très pures là encore, très blanches en 2020, Orange pour tous. Donc ça, ce sont les ouvertures. Bien sûr, à l'intérieur, il y a plus de contenu, mais le contenu est là encore traité de manière très schématique, presque en no design. C'est le chemin qu'a pris Orange depuis plusieurs années. Donc là, on peut dire qu'on est dans une forme d'essentiel tout en étant assez créatif. Donc c'est un tour de force assez intéressant. On va voir d'autres exemples qui vont à l'essentiel aussi dans le fond. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avec Anthony, mais on voulait juste y revenir pour dire que finalement, dans le fond aussi, on essaye de délivrer un message essentiel et de revenir à finalement ce qui fait le cœur de notre stratégie, avec l'exemple d'Auchan qui est très parlant, puisque Auchan qui avait développé ces dernières années des rapports d'activité qui étaient plus réflexifs, qui s'interrogeaient sur les enjeux liés à son activité. Cette année, nous propose un RA qui se recentre sur le produit au cœur. Ça se voit aussi bien dans la forme que dans le fond. Et donc, c'est une manière aussi de dire, voilà, on revient à l'essentiel parce que c'est une année très particulière et on se recentre un petit peu sur ce qui fait notre valeur auprès de nos parties prenantes. Même chose chez Solvay et Suez qui affichent cette notion d'essentiel dès la couverture. La question qu'on s'est posée justement, c'est, ou en tout cas le risque que l'on voit, c'est que finalement à vouloir capter un moment très particulier, à vouloir entendre et à vouloir être à l'écoute de ce que nos parties prenantes ou de nos clients attendent de nous, parfois on est dans une forme d'essentialisme qui peut aussi gommer les aspérités de la marque. Et là, on voit que dans un même secteur, on se retrouve avec des couvertures qui sont assez similaires et finalement, l'aspérité et les particularités de la marque ressortent assez peu. Alors, bien sûr, après, c'est à l'intérieur qu'on va pouvoir déployer le discours. Mais c'est vrai qu'à notre sens, c'est un point d'attention assez important parce que quand on veut justement capter le moment, parfois, on finit par tous capter le même moment et être dans une forme de discours assez similaire. Donc ça, c'est un point d'attention peut-être pour l'année prochaine. Alors, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est le digital qui va sauver le RA? On aurait pu s'y attendre puisque tout se digitalise, puisque notamment en communication interne et en événementiel interne, on a beaucoup travaillé sur des formes soit hybrides, soit digitales cette année. On aurait pu se poser la question du rapport d'activité, d'autant plus que la plupart des AG se sont encore tenus en digital, en distanciel. Pour autant, aujourd'hui, le rapport d'activité, finalement, ce n'est plus le support dont on se sert à l'AG. Il y a des supports spécifiques pour les actionnaires. Bien souvent, d'ailleurs, il sort après l'AG. Donc, la réponse, c'est non. Le digital n'a pas trouvé son salut, le rapport annuel n'a pas trouvé son salut dans le digital cette année. Clairement, le dispositif, mais ça, c'est ce qu'on vous dit tous les ans, le dispositif classique, c'est plutôt un dispositif print. C'est la majorité, puisqu'on est à 56% de dispositifs qui sont uniquement papier, avec éventuellement simplement un PDF posté sur le site corporate. Le format qui est émergent, dont on va reparler, c'est le portail PDF enrichi. Et puis ensuite, on a toujours des acteurs qui font du digital, soit sous forme de one page, soit sous forme de site dédié. Mais en termes de quantité, on va dire qu'on n'a pas eu cette année de nouvel acteur qui se positionne sur le digital fortement. C'est plutôt les acteurs qui étaient déjà positionnés régulièrement, qui continuent à le faire. Et sur les réseaux sociaux, même chose. On est vraiment sur de la simplicité. Soit on annonce simplement la sortie du rapport annuel. Parfois, on reprend quelques contenus. Mais en tout cas, on n'a pas eu de tentatives très innovantes sur les réseaux sociaux cette année. Alors, le format tout de même qui émerge et qui a, pour le coup, nous a paru très intéressant, c'est ce format qu'on appelait portail PDF augmenté. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quelque chose qui apparaît comme un site. Il y a une navigation qui peut être même assez fluide. Chez Orange, on a par exemple une navigation horizontale, donc assez originale. Parfois, on a même un peu de profondeur, c'est-à-dire qu'on a des pages, souvent c'est la reprise du rapport print, dans les exemples qu'on vous montre, c'est beaucoup la reprise du rapport print, mais il peut y avoir des pages avec du contenu. Et quand on veut en savoir plus, on nous renvoie à la page concernée du PDF. Mais les acteurs, comme chez ADP, vous voyez l'exemple par exemple d'ADP, vont se permettre d'ajouter du contenu comme des vidéos.
là vous voyez deux vidéos qui vont être rajoutées au contenu, ou bien vont renvoyer à des articles qui ont été publiés, soit sur le site corporate dans une partie un peu magazine, soit sur des blogs. Donc c'est aussi une manière, grâce à ce portail PDF, à la fois de valoriser le print, de réutiliser le contenu du print et de créer du lien avec le dispositif un peu plus pérenne corporate de l'entreprise. Si on passe à la suivante, on vous a quand même relevé les exemples d'entreprises qui ont placé le digital au cœur de leur dispositif. Alors, ce sont clairement des exceptions, mais vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes. Chez Bouygues Construction, ça fait plusieurs années que le digital prend une place importante. Cette année, il y a un aspect très immersif dans l'ergonomie qui est proposé, donc on vous encourage à aller l'observer. Chez Edenred, on l'a relevé parce que c'est un site qui propose, vous voyez la petite image à droite, qui propose une version économique, c'est-à-dire une version qui justement est en noir parce qu'elle dépense moins d'énergie. Donc ça, c'est une tendance qui est très émergente, qui commence à apparaître sur certains sites corporate et sur les rapports d'activité. C'est une des premières fois où on le voit. Et puis, bien sûr, il y a le Danone dont on vous a déjà parlé et qui est très ambitieux dans la mesure où il essaye de créer une interaction avec le lecteur du rapport annuel. Et ça, pour le coup, c'est une des premières fois où on le voit. C'est un peu dans la mouvance des rapports collaboratifs qu'on avait eu il y a certaines années, guidés par Elior notamment. Mais sur le digital, c'est assez rare qu'il y ait un lien entre finalement les engagements que l'on présente et une véritable proposition d'engagement à la personne qui est en train de nous lire. Les autres qui développent du digital, c'est L'Oréal qui en a l'habitude tous les ans, Sanofi, Solvay, Seat par exemple. Et puis un exemple à l'international qu'on voulait vous montrer, qui est celui de Deutsche Telekom, qui propose une version très servicielle de son site rapport d'activité, alors plus précisément rapport financier, parce que c'est vraiment sur cette partie financière qu'on va proposer, notamment, vous le voyez à droite, des générateurs de graphiques qui vont vous permettre de comparer les chiffres par rapport aux différentes années de l'entreprise, qui vont vous permettre d'avoir un glossaire qui va vous expliquer les mots complexes de ce graphique, de le partager, voilà, et d'avoir une possibilité de le faire, de le régénérer sous différents formats de graphiques, de manière à ce que les investisseurs, les actionnaires, les analystes puissent comparer et observer les chiffres de la manière la plus pertinente. En France, ça se fait beaucoup moins, mais à l'étranger, on a plusieurs dispositifs qui sont aussi serviciels. Finalement, en conclusion, le rapport annuel, à notre sens, il ne va pas complètement mourir, mais en revanche, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que le rapport d'activité au sens strict, c'est-à-dire celui qui fait le reporting, il se recentre de plus en plus sur ses cibles traditionnelles, là où finalement, certains dispositifs ont tendance à faire disparaître ce rapport d'activité à l'intérieur de quelque chose qui est plus de l'ordre du dispositif corporate global, qui porte notamment les engagements de la marque et qui devient un peu plus pérenne, un peu plus distillé dans le temps, au service d'un public un peu plus large. Donc la première tendance, c'est que l'ERA en lui-même, il va plutôt se tourner vers des cibles très traditionnelles, c'est-à-dire que si on regarde les dispositifs aujourd'hui, plus de 80% vont s'adresser dans leur contenu aux investisseurs, aux institutionnels et au public interne. On considère aujourd'hui que le public interne fait partie des publics traditionnels du RA. Ça fait quand même 3-4 ans que c'est le cas de quasiment tous les rapports d'activité, soit parce qu'ils sont distribués en général aux managers, soit en tout cas parce qu'ils sont mis à disposition des collaborateurs, donc en tout cas ils sont pensés pour eux. Mais les publics un peu d'ouverture que l'on avait vu ces dernières années, on vous avait parlé de RA qui s'adressait de plus en plus aux candidats, par exemple. Cette année, c'est assez peu le cas. On a l'exemple d'Arkema qui continue à le faire parce que c'est réellement un RA qui, tous les ans, accorde une place très importante à ses talents et au développement de ses talents, avec, par exemple, un jour avec, un alternant. Donc voilà, des contenus qui réellement vont être très utiles pour un candidat qui prépare un entretien. Mais c'est assez peu le cas dans l'ensemble des rapports. En tout cas, il n'y a pas de nouveau rapport qui se met à avoir cette démarche cette année. Et pareil pour le grand public, c'est plutôt des rapports d'activité qui sont très habituellement tournés vers le grand public, qui continuent à l'être. Donc, on a le Auchan, Accor, Keolis également, qui a une tonalité très grand public. Donc, certains acteurs continuent à le faire. Mais en tout cas, on n'a pas de velléité d'aller vers le grand public de la part d'autres acteurs, comme on a vu certaines années avec les initiatives de Gessina, qui avait justement à la fois une tonalité et puis une diffusion qui avait été beaucoup plus grand public. Cette année, c'est assez peu le cas, sauf, et donc on va le voir juste dans la slide suivante, sauf quand on considère
l'ensemble du dispositif, le dispositif élargi. Et là, pour le coup, on va toucher une cible plus large. Donc, par exemple, Auchan va, dans son rapport d'activité, faire référence à des podcasts qu'ils ont commencé à faire, qui s'appellent De la graine à l'assiette et qui, eux, sont très grand public. On a Elior qui nous propose donc sa revue d'engagement dans laquelle il va faire la promotion du blog Food for Good, qui est tout nouveau, qui a été créé cette année et qui, lui, va venir compléter le rapport d'activité avec une prise de parole pérenne auprès d'une cible large. Et puis, il y a EDF qui, finalement, abandonne quasiment le rapport d'activité, ne fait plus qu'un essentiel, propose un rapport d'impact qui est peut-être l'équivalent de ce qui aurait pu être avant un rapport RSE, et puis propose en revanche tout un dispositif de contenu corporate qui s'appelle Ça change tout, qui correspond à sa nouvelle identité de marque, et puis qui est composé à la fois d'une revue, de podcasts et de web documentaires. Donc finalement, on voit que le dispositif, le rapport d'activité en tant que tel, au sens reporting, en effet, il est plus ou moins en train de mourir, il se recompose, il fait une mutation notamment vers des revues plutôt d'engagement ou d'impact, donc avec une dimension RSE beaucoup plus forte, et il vient se compléter ou bien s'intégrer à un dispositif corporate qui, lui, s'adresse à un public plus large. Le bon exemple, et on vous l'a mis juste après, c'est celui d'Arkema. Voilà, c'est celui d'Arkema qui en fait crée un concept global corporate qui va se décliner, donc c'est Innovative, et qui va se décliner dans le rapport annuel Innovative for, dans un webzine, et puis dans un magazine papier, mais il y a vraiment un chapeau commun à l'ensemble des supports corporate. Ça nous paraît plutôt inspirant pour vous pour les années prochaines. Et je passe la parole à Géraud pour la conclusion. Merci beaucoup, Céline. Effectivement, une conclusion rapide, puisque nous, on s'est posé une question simple, comme à peu près chaque année, mais du coup, l'année prochaine, vers quoi va tendre le rapport d'activité. Et finalement, il y a une notion assez clé qui nous a frappé, c'est que l'humain est présent cette année dans les rapports d'activité, du fait d'interviews de parties prenantes externes, par exemple, du fait d'une valorisation de l'engagement de l'interne pour traverser la crise. Mais au vu de toutes les transformations qu'ont subies les entreprises, je veux bien sûr parler d'un avènement généralisé du télétravail, d'un avènement généralisé des outils digitaux, que ce soit justement pour la relation avec l'interne, mais aussi avec l'externe. On s'est posé la question de est-ce que l'année prochaine ne sera pas justement l'année pour tirer des enseignements sur cette nouvelle relation humaine à l'entreprise. Si on passe au slide suivant, on voit que l'enjeu est clairement identifié. On va le voir chez SPI, par exemple, qui, dès sa matrice de matérialité, va évoquer l'enjeu humain comme une des priorités extrêmement importantes sur l'engagement des collaborateurs, comment on les maintient engagés pour traverser ces différentes crises, qu'elles soient sanitaires ou climatiques. La pénurie, d'ailleurs, des profils sur ce segment d'activité est aussi un des enjeux qui rajoute à cette nécessité d'aborder cette notion de l'humain, qui est clairement identifiée là aussi par SPI. Chez Suez, par exemple, on va souligner la performance de l'asset humain et l'engagement des collaborateurs dans cette période particulièrement troublée. Mais c'est vrai qu'on ne va pas franchir forcément encore le pas de tirer des conclusions sur ces nouvelles formes de travail et cette nouvelle forme d'engagement, finalement, que l'on leur propose. Alors, si la Covid-19 a eu un effet plutôt bénéfique, c'est que ça a eu comme effet, on l'a vu plus haut, mais de catalyser énormément de choses, d'accélérer énormément de choses, et la digitalisation de la relation, donc le fait de la rendre possible même à distance, a été clairement accéléré. Par exemple, chez L'Oréal, la presse a beaucoup traité de l'accélération de la digitalisation de la marque pour vendre, tout simplement, pour maintenir l'expérience auprès de l'ensemble de ses clients à l'international, mais ça a été aussi le cas en interne pour développer des relations humaines finalement à distance. Donc comment je fais pour recruter à distance, comment je fais pour maintenir mes programmes de formation à distance, c'est des choses que la marque a développées pendant la crise. Pareil chez Schneider Electric, en avril 2020, ils ont accéléré, on va dire, la mise en ligne d'une plateforme qui permet justement aussi de gérer les talents internes à l'entreprise, tout ça à distance. Alors, ça, c'est encore une fois que les prémices. On voit poindre néanmoins un marketing qui nous séduit. C'est le cas chez Michelin ou encore chez Puma, où on va essayer d'aller un cran plus loin pour justement replacer au centre des stratégies d'entreprise l'humain, en quoi c'est important, et commencer à marketer un petit peu tous les éléments qui
font rendre en tout cas performante la stratégie humaine mise en place dans l'entreprise. Alors chez Michelin, on a baptisé ça People, chez Puma Family, mais c'est vrai que ça peut vous paraître extrêmement peut-être futile, cet asset humain, et en fait, on l'a vu, c'est un rapport d'activité qui se recentre sur la cible investisseur, et pour qui la capacité de juger les performances humaines d'une entreprise va être décisive ces prochaines années, notamment pour cette fameuse résilience aux crises dont on a parlé plus haut. Alors, quelques questions qu'il va sans doute falloir aborder dans soit le dispositif rapport d'activité, en tout cas dans l'agenda corporate, dans l'agenda de communication corporate, c'est finalement quelle est l'efficacité de ces nouvelles organisations du travail, quel rapport et engagement au travail des collaborateurs qui désormais sont sans doute plus massivement en télétravail, quel levier pour les managers pour continuer de performer même à distance, quelle culture ou comment la culture d'entreprise est rendue tangible pour les candidats ou les clients, là aussi encore une fois avec une digitalisation beaucoup plus forte, etc. La liste n'est pas forcément exhaustive, en tout cas ça vous donne à voir un petit peu toutes ces thématiques qui nous ont un petit peu laissé sur notre faim cette année, sans doute parce que le temps de l'analyse n'est pas encore venu, mais ce sera sans doute le cas l'année prochaine. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et votre attention. Merci beaucoup pour votre fidélité, puisque j'ai vu bon nombre de noms qui sont présents année après année. Merci à l'équipe également qui a présenté ce support. On espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez creuser un sujet rapport d'activité avec l'agence, n'hésitez pas, on vous a mis nos coordonnées. Dans tous les cas, on va vous envoyer le replay de la présentation qui va être mis sur YouTube dans quelques minutes, je pense, puisque l'enregistrement s'est fait en même temps. Donc, n'hésitez pas à le transférer au reste de vos équipes qui n'ont peut-être pas pu assister à cette présentation. En tout cas, à très bientôt, on espère. Merci beaucoup. Et excellente journée.